La jeune journaliste se penche en avant. Son smartphone posé, tel un petit rectangle noir, sur la table en chêne poli qui nous sépare. La lumière du soleil traverse les grandes verrières de mon atelier, illuminant les grains de poussière qui dansent dans l'air et jetant une lueur chaude sur les rouleaux de soie et de dentelle qui tapissent les murs. Le bourdonnement feutré des machines à coudre de l'atelier principal offre un rythme constant et réconfortant à notre conversation. Elle a un visage bienveillant, sincère et ouvert, et ses yeux sont pleins de l'histoire qu'elle espère trouver. Alors, Madame Dubois, dit-elle d'une voix douce mais claire. Tous ceux qui vous connaissent, qui connaissent le fil de soie, ont entendu l'histoire. Mais ils n'en ont que des fragments. J'aimerais l'entendre de votre bouche. Pouvez-vous me parler de la robe? Celle par qui tout a commencé? Un sourire effleure mes lèvres. C'est un sourire que j'ai répété devant le miroir. Un sourire qui m'est maintenant familier, mais qui a mis longtemps à se perfectionner. Il est entendu, un peu triste, mais serein. Je parcours mon atelier du regard, mon royaume, bâti sur un unique et déchirant moment. Je vois les croquis détaillés épinglés sur un tableau de liège, les mannequins drapés d'œuvres en cours, les bobines de fil rangées comme un arc-en-ciel. Tout est né de cette seule robe. Je reporte mon attention sur elle, laissant le silence s'installer un instant. Je plonge mon regard dans ses jeunes yeux pleins d'espoir et je lui offre la vérité. Ce n'était pas une robe, dis-je. Ma voix calme, mesurée. C'était une lettre d'amour. Et elle a été retournée à l'expéditeur. Et d'un seul coup, j'y suis de nouveau. Avant, le fil de soie. Avant les articles et les interviews. Avant que je ne sois autre que Brigitte Dubois. Une veuve de 62 ans vivant dans un appartement tranquille d'un vieil immeuble du Marais. Sur une rue pavée. Mon monde, à l'époque, était petit. Et cela me convenait. C'était un monde qui se mesurait en tasses de thé mariage frère, en géranium fleurissant sur le rebord de ma fenêtre, et dans le poids familier du souvenir de mon défunt mari, Thomas. Notre appartement était chargé d'un siècle d'histoire parisienne, et chaque craquement du parquet, chaque ombre dans le couloir, portait un écho de lui. Son fauteuil en cuir usé trônait toujours près de la cheminée. Son empreinte un témoignage permanent de l'espace qu'il occupait autrefois. Parfois, lorsque la lumière du soir était juste parfaite, je pouvais presque sentir le parfum léger et doux de son tabac à pipe. Après son départ, le silence de l'appartement était devenu une chose vivante, une présence avec laquelle j'avais dû apprendre à coexister. Ma fille, Chloé, était grande et partie, construisant sa propre vie dans les tours de verre étincelantes de la Défense. Un monde à des années-lumière de mes lampes anciennes et de mes pavés inégaux. Alors, je remplissais le silence avec la seule chose que je savais faire, je cousais. Ma chambre de bonne, sous les toits, était mon sanctuaire. Une unique lucarne donnait sur les toits de Paris, et le plafond mansardé donnait à l'espace l'impression d'une étreinte. Ici, ma vieille machine à coudre Singer, une compagne fidèle depuis mon propre mariage, régnait en maître. Bobines de fil, boutons dans des bocaux en verre et chutes de tissu étaient mes loyaux sujets. Je faisais des retouches pour les voisins, des ourlets de pantalon. Je remplaçais des fermetures éclairs. C'était un travail tranquille, honnête. Il payait les coursés. Plus important encore, il empêchait mes mains et mon esprit de rester oisifs. Il empêchait le chagrin de s'installer trop profondément dans mes os. Puis, Chloé s'est fiancée. La nouvelle est arrivée par téléphone. Sa voix une explosion d'énergie vive et joyeuse qui semblait étrangère dans ma cuisine silencieuse. Elle allait épouser un homme nommé Marc.
Un analyste financier comme elle. Sa famille. Les Lemoine était, selon ses propres mots, très bien établi. Un nouveau type de silence est alors entré dans ma vie, le silence des choses non dites. Le silence d'un monde auquel je n'appartenais pas. Mais mon amour pour Chloé n'était pas silencieux. C'était un océan vaste et profond en moi. Et quand elle m'a demandé, de manière désinvolte lors d'un de nos brefs appels, si je pouvais lui bricoler quelque chose pour le dîner de répétition, une idée plus grande a pris racine dans mon cœur. Je n'allais pas lui faire une simple robe pour un dîner. J'allais lui faire une robe de mariée. La robe de mariée. Un chef-d'œuvre qui exprimerait tout l'amour pour lequel je ne trouvais pas les mots. Je ne lui ai rien dit au début. Je voulais que ce soit une surprise. Un cadeau qui lui couperait le souffle. C'est devenu mon secret. Mon but. Pendant 6 mois. Ma chambre sous les toits est devenue mon univers tout entier. Le projet a commencé avec le tissu. Je l'ai trouvé dans une petite boutique poussiéreuse près du marché Saint-Pierre. À Montmartre, un rouleau de crêpe de Chine de soie couleur ivoire. Il semblait être de la lumière de lune liquide entre mes mains. Il était incroyablement, terrifiantement cher. Il m'a coûté 3 semaines de course. Et pendant ces 3 semaines, j'ai vécu de baguettes, de confitures et du frisson de mon secret. J'ai rapporté le rouleau à la maison dans le métro, le berçant comme un nouveau-né. Le modèle était le mien, né d'une centaine de nuits blanches. Il était classique, intemporel. Une silhouette simple et élégante en A, avec un col bateau et de longues manches fines. La beauté résiderait dans les détails, dans le savoir-faire que seule une autre couturière pourrait vraiment apprécier. Je travaillais avec une dévotion qui frisait l'obsession. J'utilisais des coutures anglaises pour que l'intérieur de la robe soit aussi beau que l'extérieur, sans aucun bord brut visible. L'ourlet n'était pas une piqûre rapide à la machine, mais un ourlet rouloté à la main. Un processus minutieux de points minuscules et invisibles qui a pris 3 jours entiers à réaliser. Je me réveillais avant le soleil. Ma première pensée pour la soie. Et je travaillais tard dans la nuit. Le bourdonnement de la Singer étant le seul son dans la maison. Les manches et l'encolure devaient être ornées de perles de rocaille. Des centaines. Chacune pas plus grosse qu'un grain de sable. Je les avais achetées chez un perlier ancien. Leur éclat nacré semblant contenir une histoire propre. Je les ai cousues une par une. À la main. Le bout de mes doigts est devenu à vif et piqué. Souvent parsemé de minuscules gouttes de sang que j'essuyais rapidement. Terrifié à l'idée de tacher l'ivoire immaculé. Mes yeux me brûlaient à force de me concentrer sur les détails infimes. Mon dos me faisait mal à force de me pencher sur le tissu pendant des heures. Mais ce n'était pas une corvée. C'était une cérémonie. À chaque point, je tissais un souvenir dans le tissu. Les petites perles le long du col étaient pour le jour de sa naissance. Ma perle parfaite et minuscule. Le flot lisse et ininterrompu de la soie le long de la jupe était pour l'amour facile et sans complication de son enfance. En travaillant les coutures délicates des manches, je me suis souvenu de lui avoir tenu sa petite main lors de ses premiers pas. En façonnant le corsage, j'ai pensé à elle appuyée contre moi. La tête sur ma poitrine. Après son premier chagrin d'amour. Cette robe n'était pas seulement de la soie et du fil. C'était ma vie de mère. Rendue en tissu. C'était la manifestation physique de 40 ans d'amour. De sacrifice. De fierté. La robe était la chronologie de mon amour pour elle. C'était la seule façon que je connaissais de dire « Tu es tout pour moi. Je suis si fière de toi. Je te souhaite une vie de bonheur. » Pendant ces 6 mois, mes appels avec Chloé étaient mon seul lien avec le monde auquel la robe était destinée. Son monde semblait bruyant, rapide et cher.
Elle parlait de dégustation de gâteaux et d'arrangements floraux qui coûtaient plus que mon loyer mensuel. Elle parlait de listes d'invités et de plans de table avec la gravité d'un stratège militaire. Martine veut qu'on utilise son calligraphe, disait-elle. Un nouveau ton légèrement stressé dans la voix. Martine était la mère de Marc. Ce nom était toujours prononcé avec un mélange de révérence et d'anxiété. Ses honoraires sont astronomiques. Maman. Mais son travail est d'un tout autre niveau. C'est bien, ma chérie, disais-je, les doigts occupés à épingler une pince sur le corsage. Et le lieu est réservé. Le Georges V. La salle de bal est juste. C'est un conte de fées. Tu verras. J'essayais de l'imaginer. Mais mon imagination était insuffisante. Mon propre mariage avait eu lieu dans le jardin de mes parents, avec une réception où chacun avait apporté un plat et une robe que j'avais également faite moi-même. C'était une simple robe en broderie anglaise, pleine d'espoir et d'optimisme juvénile. Chloé. Ma chérie. Es-tu heureuse? Ai-je demandé une fois. Une vague d'inquiétude me submergeant. Elle semblait si sous contrôle. Il y eut une pause. Bien sûr que je suis heureuse. Maman. Ne sois pas bête. C'est juste beaucoup de choses. Ce n'est pas comme organiser une petite réunion de famille. C'est un événement. Martine m'aide beaucoup. Elle sait comment ces choses se font. Comment ces choses se font. La phrase flottait dans l'air entre nous. C'était une confirmation silencieuse du gouffre qui s'était creusé. Mon monde d'amour fait main et son nouveau monde de perfection organisé par des professionnels se trouvaient de part et d'autre d'un vaste canyon. Mais je croyais que ma robe pouvait le combler. Je croyais que lorsqu'elle la verrait, lorsqu'elle sentirait le poids de la soie et verrait le scintillement des perles, elle comprendrait. Elle verrait l'amour. Elle me verrait. Moi. La veille du mariage, j'ai mis le dernier point en place. Je l'ai repassé une dernière fois. La vapeur du fer embrassant la soie. Je l'ai déposé avec soin dans une belle et grande boîte doublée de papier de soie. On aurait dit un cygne endormi. C'était, sans aucun doute, la plus belle chose que j'ai jamais faite. Mes mains étaient douloureuses. Mes yeux fatigués. Mais mon cœur était sur le point d'exploser. J'avais mis mon âme dans cette robe. C'était mon dernier. Mon plus grand cadeau à ma fille. C'était ma voix. Mon cœur. Ma bénédiction. C'était une lettre d'amour. Scellée et prête à être livrée. Et j'étais sûre. Absolument sûre. Qu'elle allait l'adorer. Le trajet jusqu'à l'hôtel Georges V était comme un voyage dans un pays étranger. J'ai quitté ma rue tranquille et bordée d'arbres du Marais, où l'histoire semblait gravée dans chaque pierre, pour m'engager sur les quais animés de la Seine. La ville se transformait autour de moi. Les bâtiments devenaient plus hauts, plus lisses. Leurs façades de verre reflétant un ciel qui semblait plus brillant, plus dur. Le Georges V se dressait comme un grand palace près des Champs-Élysées. Son architecture ornait un monument à un type de richesse et de statut qui m'était totalement abstrait. J'ai confié ma modeste Clio à un voiturier qui semblait à peine assez âgé pour conduire, ressentant une pointe de gêne en la voyant garée entre une Mercedes noire brillante et une Porsche argentée. La boîte contenant la robe était sur le siège passager. Une passagère silencieuse et précieuse. Je l'ai portée avec précaution à travers les portes tournantes, mon cœur battant un rythme nerveux contre mes côtes. Le hall était une symphonie d'opulence. Un espace caverneux avec un plafond doré. Des sols en marbre qui faisaient écho à mes chaussures raisonnables. Et d'énormes lustres en cristal qui dégoulinaient de lumière comme des diamants gelés. Des gens passaient en coup de vent, des femmes en tailleur de créateurs. Des hommes à la démarche assurée, tous semblant être à leur place.
Je me sentais comme un moineau qui serait entré par erreur dans un palais. J'ai serré la boîte plus fort. Mon seul morceau tangible de chez moi. De moi-même. J'ai trouvé la suite nuptiale au 6e étage. La porte était entr'ouverte. Et une cacophonie de voix et de rires se déversait dans le couloir au tapis moelleux. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai lissé ma simple robe bleu marine et j'ai frappé doucement. La porte a été ouverte par une jeune femme avec un casque et un presse-papier. Elle m'a jeté un regard rapide et dédaigneux de haut en bas avant que ses yeux ne se posent sur la boîte. « Je peux vous aider ? Je suis Brigitte Dubois. » ai-je dit. Ma voix semblant faible dans le couloir. Je suis la mère de Chloé. Son sourire professionnel s'est mis en place. Bien sûr. Entrez. C'est un peu le chaos ici. Le chaos était un euphémisme. La suite était énorme. Avec une vue imprenable sur Paris. Mais elle était bondée. Il y avait des demoiselles d'honneur en peignoir de soie assorties. Une maquilleuse avec une galaxie de pinceaux et de poudre. Un coiffeur brandissant un fer à lisser sifflant. Et un photographe qui tournait dans la pièce. Son appareil photo flashant par intermittence. Au centre de tout cela, assise sur une chaise haute comme une reine tenant sa cour, se trouvait ma fille. Chloé était magnifique. Ses cheveux étaient relevés en une coiffure complexe qui avait dû prendre des heures. Et son maquillage était impeccable. Elle ressemblait à une poupée de porcelaine. Parfaite et fragile. Mais alors qu'elle riait de quelque chose qu'une des demoiselles d'honneur avait dit. Ses yeux ne se plissaient pas tout à fait au coin comme ils le faisaient d'habitude. Il y avait une énergie fragile et survoltée en elle. C'était une étrangère dans un beau costume. Avant même que je puisse l'atteindre, une femme s'est détachée d'un petit groupe près de la fenêtre et a glissé vers moi. Elle était grande et incroyablement mince, vêtue d'une robe en cachemire gris tourterelle qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés. Son sourire parfaitement manucuré. Il n'atteignait pas ses yeux. Ses yeux étaient vifs, analytiques. Ils ont examiné ma robe simple, mon sac à main fait avec amour. Et enfin, la grande boîte blanche dans mes mains. Vous devez être Brigitte, dit-elle. Sa voix aussi lisse et froide que le marbre. Je suis Martine Lemoine. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin en personne. Elle m'a tendu la main. Et je l'ai serrée. Sa poignée était ferme. Ses bagues froides contre ma peau. C'est un plaisir, Martine, ai-je répondu, essayant d'égaler son ton poli. Chloé m'a tant parlé de vous, a-t-elle poursuivi. Bien que ses yeux suggèrent qu'elle n'en avait rien retenu. Son regard est revenu sur la boîte. Et que nous avez-vous apporté ? C'est la robe, ai-je dit. Un élan de fierté l'emportant momentanément sur ma nervosité. Sa robe de mariée. Les sourcils parfaitement sculptés de Martine se sont levés d'une fraction de millimètre. La robe ? Oh. Comme c'est. Attentionné. Vous l'avez faite vous-même. Si je comprends bien ? La façon dont elle a dit « faites vous-même » était la même que celle dont on pourrait dire « sortie de la poubelle ». C'était enrobé d'un mince vernis de politesse. Mais le mépris sous-jacent était tranchant et clair. Oui. Ai-je dit. Ma prise sur la boîte se resserrant. C'est exact. Comme c'est. Rustique. Murmura-t-elle en se tournant pour me guider vers le tourbillon autour de Chloé. Chloé. Ma chérie. Ta mère est là avec. La robe. La tête de Chloé s'est tournée. Quand elle m'a vue. Son sourire de mariée professionnelle a vacillé une seconde. Une lueur de quelque chose de réelle culpabilité ? Anxiété ? A traversé son visage avant de disparaître. Maman. Tu es là.
Elle s'est levée et m'a donné une étreinte rapide et raide, en prenant soin de ne pas décoiffer ses cheveux ou son maquillage. Sa peau sentait un parfum cher. Pas l'odeur familière du savon de Marseille de son enfance. Bien sûr. Ma chérie. Ai-je dit. En lui tendant la boîte. Je voulais te donner ça. La pièce s'est légèrement calmée. Les demoiselles d'honneur, les stylistes, tous se sont arrêtés. Leur curiosité piquée. Je sentais une douzaine de paires d'yeux sur moi alors que je posais la boîte sur le grand lit à baldaquin et que je soulevais soigneusement le couvercle. J'ai sorti la robe de son nid de papier de soie. Le crêpe de Chine ivoire semblait boire la lumière de la pièce, brillant d'une luminescence intérieure. Les minuscules perles de rocaille scintillaient délicatement le long de l'encolure. Elles pendaient de mes mains. Simple, élégante et, à mes yeux, parfaite. Un silence est tombé sur la pièce. Pendant un bref et plein d'espoir moment, j'ai pensé que c'était un silence d'émerveillement. Martine a été la première à parler. Eh bien, regardez ça, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. C'est très artisanal, n'est-ce pas? Elle s'est approchée, scrutant le tissu. Un charme si rustique, artisanal. Rustique. Les mots étaient des pics déguisés en compliments. J'ai regardé Chloé, priant pour qu'elle voie au-delà du snobisme de Martine, qu'elle voie l'amour que j'avais versé dans chaque couture. Les yeux de Chloé étaient grands ouverts. Elle a touché la manche, ses doigts effleurant à peine la soie. Oh, maman. C'est vraiment quelque chose. Sa voix était mince. Elle ne voulait pas me regarder dans les yeux. L'une des demoiselles d'honneur, une grande rousse, a ajouté, c'est très vintage. Une autre a ajouté, oui. Ça a une vraie touche faite main. Elles utilisaient tout le vocabulaire de Martine. Elle parlait une langue de renvoi poli que je commençais à peine à comprendre. Mon cœur a commencé à sombrer. Ce n'était pas la réaction dont j'avais rêvé pendant 6 mois. Il n'y avait pas de cris de joie. Pas de larmes de gratitude. Il n'y avait qu'un silence épais et inconfortable. Puis, Chloé a pris une profonde inspiration et a enfin croisé mon regard. Ses yeux étaient suppliants. Maman. Elle est magnifique. Vraiment. C'est juste. Elle s'est interrompue, jetant un regard nerveux à Martine, qui observait la scène avec un air d'amusement détaché. C'est juste quoi? Ma chérie? Ai-je demandé? Ma voix à peine un murmure. C'est juste. Avec le Georges V. Et la salle de bal. Et tout. Elle a fait un geste vague vers la pièce opulente. Elle ne correspond pas tout à fait. Au lieu. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Ne correspond pas au lieu. 6 mois de mon amour. De mon travail. De mon âme même. Étaient jugés non pas sur leur propre mérite, mais sur leur capacité à rivaliser avec une salle de bal d'hôtel. Comme par hasard, Martine s'est dirigée vers une grande armoire dans le coin de la pièce. Elle a ouvert les portes avec un geste théâtral, révélant une autre robe suspendue à l'intérieur d'une housse de protection. C'était un nuage de tulle et de dentelle, extraordinairement perlé, indubitablement, ostensiblement cher. J'étais si inquiète que Chloé n'ait rien d'approprié pour l'occasion, a dit Martine à la cantonade, bien que ces mots me soient directement destinés. Alors, j'ai pris la liberté de choisir cette petite Vera Wang en secours. Juste au cas où. Les demoiselles d'honneur ont halté. Cette fois avec une admiration sincère. Oh mon Dieu!
Chloé. C'est une Vera Wang. Ma robe. Ma belle création sincère. Gisait oubliée sur le lit. Elle avait l'air petite et simple à côté de la confection théâtrale suspendue dans l'armoire. Elle me ressemblait. Et ce n'était pas assez. Je sentis un étrange calme s'installer en moi. Le genre qui vient après que le pire est arrivé. Mes mains, qui avaient tremblé, étaient maintenant stables. Je regardais ma fille. Son visage un masque de conflit et d'excuses. Elle était piégée. Et elle avait choisi son camp. Je vois. Dis-je. Ma voix égale. Je commençai à plier ma robe. Ma lettre d'amour. La replaçant soigneusement dans sa boîte. La soie semblait froide et étrangère maintenant. Comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Maman. Attends. Dit Chloé. La voix brisée. Je peux la porter pour le dîner de répétition? Elle serait parfaite pour ça. L'offre était un lot de consolation pathétique. Un morceau de pain jeté à un mendiant. C'était une insulte. Je fermai le couvercle de la boîte. Non. Dis-je. Ma voix ferme mais calme. C'est une robe de mariée. Elle n'est pas faite pour un dîner. Je ramassai la boîte. Ma dignité la seule chose à laquelle je pouvais encore me raccrocher. Je devrais y aller. Vous êtes occupée. Maman. S'il te plaît. Mais je m'éloignais déjà. Je ne me suis pas retournée. J'ai navigué dans le dédale de gens. Le dos droit. Le regard fixé sur la porte. Au moment où j'atteignais le couloir, je fis une pause. La main sur la poignée. Et à travers la porte encore ouverte, je l'ai entendue. C'était la voix de Martine. Un murmure conspirateur. Ma chérie. Ne te sens pas mal. Tu as fait ce qu'il fallait. C'est gentil de sa part d'avoir essayé. Mais honnêtement. Et puis. Le son qui a brisé les derniers morceaux de mon cœur. Le rire de Chloé. C'était un son nerveux. Haletant. Le rire de quelqu'un qui cherche désespérément à être accepté. Je sais. Dit-elle. Sa voix rejoignant celle de Martine dans un secret partagé que je n'étais jamais censé entendre. Mon Dieu. On aurait dit un truc trouvé dans une friperie. Une friperie. Les mots résonnaient dans le silence soudain et rugissant de mon esprit. 600 heures de travail. Le bout des doigts à vif et ensanglanté. Les yeux fatigués dans la pénombre. Le cœur entier d'une mère. Mis à nu dans la soie et le fil. Rejeté. Moqué. Une blague de friperie. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas crié. J'ai tiré la lourde porte pour la fermer avec un clic silencieux et définitif. J'ai marché dans le couloir jusqu'à l'ascenseur. Mais pas régulier et mesuré. J'ai appuyé sur le bouton pour descendre et j'ai attendu. La boîte blanche fermement tenue dans mes mains. La boîte semblait incroyablement lourde maintenant. Alourdie par tout l'amour qui avait été rejeté. Alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient, j'ai vu mon reflet dans le laiton poli. J'ai vu une petite femme invisible dans une simple robe bleu marine. Mais quelque chose dans mes yeux avait changé. La blessure était là. Profonde et vaste. Mais en dessous, autre chose se forgeait dans le feu de cette humiliation. C'était quelque chose de dur et d'inflexible. C'était le début d'une évolution. Un changement sismique silencieux au plus profond de mon âme. Les portes se sont refermées. M'enfermant dans une petite boîte silencieuse d'acier poli. Et alors que je descendais, je savais, avec une certitude absolue, que je laissais l'ancienne version de moi-même derrière moi. Au 6e étage. Le retour à la maison fut un brouillard. Je conduisais en pilote automatique.
Mon esprit une caverne vide où les mots de Chloé résonnaient sans relâche. Une friperie. Une friperie. Une friperie. Chaque répétition était un nouveau tour de couteau. J'ai garé la voiture à sa place habituelle dans la rue, monté les marches familières de ma porte d'entrée, et suis entré dans l'appartement. Le silence qui m'accueillit était différent maintenant. Ce n'était plus le silence doux et familier de la solitude. C'était le silence aigu et retentissant de l'abandon. Mon téléphone s'est mis à vibrer dans mon sac presque immédiatement. Le nom de Chloé s'est affiché à l'écran. Je l'ai regardé fixement, mon pouce planant au-dessus de l'icône verte. Une partie de moi, la partie mère qui existait depuis 28 ans, criait de répondre, d'arranger les choses, d'accepter les excuses fragiles qui attendaient sûrement de l'autre côté. Mais la nouvelle partie plus dure de moi, celle née dans le couloir du Georges V, a simplement appuyé sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran devienne noir. J'ai laissé tomber le téléphone dans mon sac comme s'il était contaminé. J'ai monté la boîte blanche jusqu'à mon sanctuaire sous les toits. Mais ce n'était plus un sanctuaire. C'était une scène de crime. La chaise sur laquelle j'étais assise depuis des mois. Les bobines de fil. Le coussin à épingles hérissé d'aiguilles, tout cela me semblait complice de ma folie. J'ai posé la boîte sur ma grande table de coupe. Mais je ne l'ai pas ouverte. Je ne pouvais pas supporter de la regarder. La robe n'était plus une lettre d'amour. C'était un monument à ma propre naïveté. Un symbole immaculé et ivoire de mon humiliation. Je suis sortie de la chambre et j'ai fermé la porte, la laissant à sa veillée solitaire dans l'obscurité. Les jours suivants passèrent dans le brouillard. Le mariage a eu lieu. Je n'y suis pas allée. Je ne pouvais pas. L'idée de m'asseoir dans une pièce pleine d'inconnus, de regarder ma fille promettre sa vie à un homme dont la famille me voyait comme une petite relique pittoresque, était plus que je ne pouvais supporter. J'imaginais la cérémonie. La réception dans la grande salle de bal. Chloé flottant dans son nuage de Tulvera Wang. J'imaginais les sourires polis et les conversations chuchotées. J'imaginais Martine Lemoine, triomphante. Chloé a laissé une série de messages vocaux que j'ai écoutés avec une sorte de curiosité détachée. Ils ont progressé à travers un cycle prévisible d'émotions. D'abord, l'inquiétude frénétique. Maman, où es-tu? Les gens demandent. S'il te plaît, appelle-moi. Puis, la blessure et la colère. Je ne peux pas croire que tu me fasses ça. Maman. Le jour de mon mariage. C'est tellement égoïste. Et enfin, une résignation sèche et pleine de ressentiment. Très bien. Je suppose que tu as fait passer ton message. J'espère que tu es heureuse. Il n'y a jamais eu de véritables excuses. Pas une seule fois n'a-t-elle dit « Je suis désolée de t'avoir blessée ». Elle était seulement désolée que ma blessure soit devenue un inconvénient pour elle. Les messages ont cessé. Une semaine s'est écoulée. L'appartement est devenu plus silencieux que jamais. La poussière s'est déposée. Les géraniums sur le rebord de la fenêtre ont commencé à se faner. Je me sentais me faner avec eux, me rétrécissant dans l'espace solitaire que Thomas avait laissé derrière lui. Le chagrin que j'avais tenu à distance si longtemps avec le bourdonnement de ma machine à coudre est revenu en force. Et cette fois il a amené un ami, une honte amère et corrosive. Un après-midi pluvieux, je me suis forcée à remonter sous les toits. L'air était vicié et lourd. Je me suis approchée de la table et, avec une profonde inspiration, j'ai soulevé le couvercle de la boîte. La robe était là, parfaite et intacte. Mais en la regardant, quelque chose a changé. La douleur initiale et brûlante s'était refroidie en une douleur sourde. Et avec cette distance émotionnelle est venue une nouvelle sorte de clarté. J'ai sorti la robe.
La soie fraîche et lourde dans mes mains. Je ne la voyais plus à travers les yeux brisés d'une mère. Je la voyais à travers les yeux d'une couturière. J'ai vu la ligne impeccable du col bateau. J'ai remarqué la façon dont les manches étaient montées sur le corsage avec une précision qui m'avait demandé une douzaine de tentatives pour être parfaite. Je l'ai retournée et j'ai admiré les coutures anglaises impeccables. Une beauté cachée destinée à la seule porteuse. J'ai vu les centaines de petites perles, chacune témoignant de la patience et d'une main sûre. Ce n'était pas de la qualité de friperie. Ce n'était pas artisanal ou rustique. C'était de la maîtrise. Un sentiment étrange et inconnu a commencé à s'agiter dans ma poitrine. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas de la fierté pour ma fille. C'était de la fierté pour mon travail. C'était de la fierté pour moi-même. Pour la première fois, j'ai pu séparer l'art du sentiment. La lettre d'amour avait été rejetée. Oui. Mais la lettre elle-même. La calligraphie. La qualité du papier. L'élégance de la prose, c'était exquis. Et l'incapacité de la destinataire à l'apprécier ne diminuait pas sa valeur. Cela ne faisait qu'exposer ses propres limites. J'ai accroché la robe sur un mannequin que je gardais dans un coin. Une forme sans visage et sans voix qui avait été témoin de toute la création. La robe a pris vie sur la forme. La soie drapant exactement comme je l'avais imaginé. Ce n'était plus un symbole de rejet. C'était une œuvre d'art. Mon art. Et elle méritait d'être vue. Quelques jours plus tard, on frappa timidement à ma porte d'entrée. Je n'attendais personne. J'ai ouvert pour trouver Inès Garcia sur mon paillasson. L'air inquiet. Inès était l'ancienne amie de lycée de Chloé. Une fille brillante et énergique qui avait étudié la mode et se faisait maintenant un nom en tant que styliste indépendante et blogueuse. Contrairement aux nouvelles amies de Chloé, Inès avait une honnêteté brute et non filtrée que j'avais toujours aimée. « Madame Dubois ?» dit-elle. Le front plissé. « Bonjour. Je suis vraiment désolée de débarquer comme ça. Mais j'ai appelé Chloé. Et elle est bizarre. Je voulais m'assurer que vous alliez bien. J'étais tellement désolée de ne pas vous voir au mariage. J'aurais dû fermer la porte. J'aurais dû lui donner une assurance polie et sans signification. Mais en regardant ses yeux sincèrement inquiets, j'ai senti le barrage de mon sang-froid commencer à se fissurer. J'ai simplement hoché la tête et reculé, la laissant entrer. Nous nous sommes assises dans le salon. Une théière entre nous. J'étais vague au début. Mais Inès était persistante d'une manière douce. Chloé a dit qu'il y avait eu une sorte de malentendu à propos d'eux. La robe ? Sonda-t-elle doucement. J'ai laissé échapper un rire court et amer. Un malentendu ? Je suppose que c'est une façon de le dire. Quelque chose dans mon ton a dû me trahir. Je peux la voir ? demanda-t-elle. La robe que vous avez faite ? J'ai hésité. Lui montrer me semblait profondément vulnérable. Comme exposer une blessure fraîche. Mais ensuite, j'ai pensé à la robe debout à l'étage. Dans la chambre. Un témoignage silencieux de mon talent. Cette fille. Cette professionnelle de la mode. Elle comprendrait. Elle verrait. D'accord. dis-je. Et je la conduisis par l'escalier étroit jusqu'à la chambre de bonne. Au moment où nous sommes entrés dans la pièce, Inès s'est arrêtée net. Son attitude professionnelle ? Légèrement blasée. S'est dissoute. Ses yeux se sont agrandis. Et sa bouche s'est légèrement entr'ouverte. Elle ne m'a pas regardée. Elle a seulement regardé la robe sur le mannequin. Oh mon Dieu ! Souffla-t-elle. Ce n'était pas une exclamation. C'était une prière. Elle s'en approcha lentement. Comme si elle s'approchait d'un objet sacré dans un musée.
Elle ne l'a pas touché au début. Elle a juste fait le tour, ses yeux absorbant chaque détail. Le tombé de ce crêpe de Chine est parfait, murmura-t-elle. Plus pour elle-même que pour moi. Regardez la tension de ses coutures. C'est impeccable. Elle a finalement tendu une main hésitante et a doucement touché une manche. Ce sont des coutures anglaises? À l'intérieur? J'ai hoché la tête. La gorge serrée. Et les perles? Vous les avez toutes cousues à la main? J'ai hoché la tête à nouveau. Elle s'est finalement tournée pour me regarder. Ses yeux brillants d'un mélange d'admiration et d'indignation. Brigitte, puis-je vous appeler Brigitte? Ce n'est pas une robe faite main. C'est de la haute couture. C'est de la vraie, de la légitime haute couture. Le niveau de savoir-faire. C'est digne d'un musée. J'ai vu des robes de grandes maisons parisiennes qui ne sont pas aussi bien faites. Les larmes me piquèrent les yeux. C'était la validation dont je ne savais même pas que j'avais faim. Qu'une personne avec un œil d'expert voie mon travail, mon talent, et le reconnaisse pour ce qu'il était. C'était comme un baume cicatrisant sur une brûlure. Chloé n'a pas porté ça? Demanda Inès. La voix basse et incrédule. J'ai secoué la tête. L'histoire coincée dans ma gorge. Qu'a-t-elle porté? Une Vera Wang? Ai-je réussi à dire? Un cadeau de Martine. Le visage d'Inès s'est durci. Elle a tout compris en un instant. La pression familiale. Le snobisme. La cruauté désinvolte des riches. Cette femme, dit-elle, la voix empreinte de mépris, ne reconnaîtrait pas la qualité si elle la giflait. Elle ne connaît que les étiquettes de prix. Et Chloé. Oh. Brigitte. Je suis tellement désolée. À ce moment-là, Inès et moi n'étions plus la mère de ma fille et l'amie de ma fille. Nous étions deux femmes. Deux artisanes. Unies dans notre appréciation d'une belle chose et dans notre fureur silencieuse face à l'ignorance qui l'avait rejetée. Nous sommes redescendus. Et l'histoire a jailli de moi, la scène à l'hôtel. Les mots condescendants. Et enfin. La blessure ultime, une friperie. Inès a écouté. Sa colère grandissant à chaque mot. Vous plaisantez? A-t-elle finalement explosé? Se levant d'un bond et arpentant mon petit salon. Une friperie? Cette robe est un chef-d'œuvre. Elle appartient à une mariée qui pleurera de gratitude. Pas à quelqu'un qui la jetterait pour une marque. Elle a cessé de faire les 100 pas et m'a regardé. Une idée s'allumant dans ses yeux. Ma cousine. Léa. Dit-elle. Sa voix électrique d'une inspiration soudaine. Vous vous souvenez de Léa? Ma cousine. L'assistante sociale? Je me souvenais vaguement d'une douce jeune fille aux cheveux noirs lors d'un pique-nique familial des années auparavant. Elle se marie le mois prochain. Poursuivit Inès en parlant vite. Son fiancé est professeur. Ils font tout avec un budget très serré. Elle a acheté une robe en prêt-à-porter dans un grand magasin. Et elle la déteste. Mais c'est tout ce qu'elle peut se permettre. Brigitte. Elle a regardé de moi au plafond. En direction de la chambre. Cette robe. C'est une taille 36. N'est-ce pas? Léa fait un 36 parfait. La suggestion flottait dans l'air. Donnez ma robe. Mon âme. Ma lettre d'amour rejetée. À une quasi-inconnue? La pensée était à la fois terrifiante et libératrice. Pendant 6 mois. Cette robe avait été destinée à Chloé. Elle était imprégnée d'elle. De mon amour pour elle. La donner à quelqu'un d'autre me semblait être une trahison de cet objectif initial. Mais quel était son but maintenant? Rester dans une chambre sombre et prendre la poussière?
être un rappel à vie de ma plus profonde blessure? Inès a vu l'hésitation sur mon visage. Laissez-la juste l'essayer, a-t-elle insisté doucement. Sans pression. Mais Brigitte. Une robe comme ça. Elle est faite pour être portée. Elle est faite pour rendre quelqu'un heureux. Elle est faite pour faire partie d'une histoire d'amour. Ces mots ont résonné au plus profond de moi. La robe n'était plus seulement la mienne. Elle avait une vie. Un destin qui lui était propre. Peut-être que son destin n'était pas d'être un cadeau pour Chloé. Peut-être que son destin était simplement d'être porté par une mariée qui la méritait. D'accord, dis-je. Le mot semblant capital. Un tournant. Elle peut l'essayer. Léa Martin était aussi charmante que dans mon souvenir. Avec des yeux sombres et bienveillants et un sourire qui semblait rayonner une chaleur sincère. Elle est arrivée avec Inès quelques jours plus tard. L'air nerveux et profondément désolé. Comme si elle s'imposait à moi d'une manière profonde. Madame Dubois. Inès m'a dit. Mais s'il vous plaît. Si c'est trop. Je comprends tout à fait. Bégaya-t-elle en tortillant la bandoulière de son sac. C'est une chose si personnelle. Appelez-moi Brigitte. Dis-je en lui offrant un petit sourire. Et ce n'est qu'une robe? Léa. Allons voir si elle vous va. Nous sommes montées toutes les trois dans la chambre sous les toits. Quand Léa a vu la robe sur le mannequin, sa réaction a été complètement différente de celle de la suite d'hôtel. Il n'y a pas eu d'évaluation polie. Pas de recherche des mots justes et prudents. Ses mains ont volé à sa bouche. Et ses yeux se sont remplis de larmes non dissimulées. Oh! Mon Dieu! A-t-elle murmuré. C'est la plus belle robe que j'ai jamais vue. Ce n'était pas une exagération. Ce n'était pas de la flatterie. C'était la vérité simple et brute de son cœur. Et c'était plus cicatrisant qu'un millier de messages vocaux frénétiques et égoïstes de Chloé. Je l'ai aidé à l'enfiler. En remontant la fermeture éclair dans le dos. C'est comme si la robe avait poussé un soupir de contentement. Elle lui allait parfaitement. Le col bateau encadrait ses clavicules. Les longues manches épousaient ses bras. Et la soie ivoire tombait en une colonne impeccable et chatoyante jusqu'au sol. Elle s'est tournée pour faire face au long miroir appuyé contre le mur. Et le reste de son énergie nerveuse a disparu. Remplacée par une admiration tranquille et radieuse. Elle n'était plus Léa. L'assistante sociale au budget serré. Elle était une mariée. La robe ne la portait pas. Elle l'habitait. Elle n'avait pas l'air d'un costume ou d'une déclaration. On aurait dit qu'elle faisait partie d'elle. Souffla-t-elle. Incapable de détacher son regard de son propre reflet. Je me sens belle. Inès rayonnait. Les larmes aux yeux elle aussi. Tu es belle, dit-elle. Brigitte. Regarde. J'ai regardé. Et pour la première fois, j'ai vu la robe accomplir son véritable but. Il ne s'agissait pas d'argent, de lieu ou de nom de famille. Il s'agissait de ça. De ce moment. De la transformation d'une femme en mariée. Non pas par une étiquette coûteuse, mais par le pouvoir de quelque chose fait avec amour et savoir-faire. La robe avait enfin trouvé sa maison. Elle avait trouvé la personne pour qui elle avait toujours été destinée. Elle est à vous, dis-je. La voix épaisse d'émotion. Si vous en voulez. Léa s'est tournée vers moi. Le visage un portrait d'incrédulité et de gratitude écrasante. Vous êtes sérieuse? Je ne pourrais jamais. Je ne pourrais jamais me permettre quelque chose comme ça. C'est un cadeau? Dis-je fermement. À une condition. Que vous ne ressentiez que de la joie en la portant. Léa a fondu en larmes et s'est jetée dans mes bras.
C'était une étrangère. Et pourtant, à ce moment-là, son étreinte était plus réelle et plus sincère que celle, raide et convenue, que Chloé m'avait donnée à l'hôtel. C'était une étreinte de bonheur pur et sans mélange. Le trou dans mon cœur, celui creusé par ma propre fille, a commencé à me paraître un peu moins caverneux. Un mois plus tard, Inès m'a envoyé un lien vers une galerie de photos en ligne privée. L'objet était la couturière du Marais. Je l'ai ouvert. Il y avait des dizaines de photos de Léa et de son nouveau mari. Un homme au visage aimable qui la regardait comme si elle était la seule personne au monde. Le mariage avait eu lieu dans un jardin public. Simple et magnifique. Entouré d'amis proches et de famille. Et Léa, dans ma robe, était le centre radieux de tout cela. Elle riait. Dansait. Son visage illuminé d'une joie si profonde qu'elle semblait sauter de l'écran. La robe bougeait avec elle. La soie captant le soleil de l'après-midi. Elle avait l'air vivante. Elle avait l'air heureuse. Au bas de la galerie, Inès avait écrit une courte note. La robe a fait sensation au mariage. Brigitte. Tout le monde voulait savoir où elle l'avait eue. Je leur ai dit que sa marraine la bonne fée vivait dans le Marais et filait de la soie à partir de rayons de lune. Ils m'ont presque cru. J'ai fermé mon ordinateur portable. Un authentique sourire sur mon visage pour la première fois depuis des semaines. La blessure était toujours là. Mais elle ne s'infectait plus. Elle commençait à cicatriser. Et le tissu cicatriciel, je m'en suis rendu compte, était plus solide que la peau d'origine. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. C'était Inès. Et elle semblait avoir consommé un gallon de café. Brigitte. Vous n'allez pas y croire ? Dit-elle. La voix bourdonnante d'excitation. Ne vous fâchez pas. Enfin. Vous pouvez vous fâcher un peu. Mais attendez d'entendre tout. Inès. Qu'avez-vous fait ? D'accord. Alors. Hier soir. Je me sentais un peu. Disons indignée, pour vous. Et j'ai peut-être posté une des photos du mariage sur mon Instagram. Mon cœur s'est serré. Inès. Non. Attendez. Laissez-moi finir. C'était celle de Léa Kiri. Où la lumière frappe les perles sur la manche juste comme il faut. C'est une photo magnifique. Et dans la légende, j'ai raconté l'histoire. Quelle histoire ? Ai-je demandé ? La voix légèrement tremblante. La vraie histoire. Je n'ai utilisé aucun nom. Bien sûr. Je ne suis pas un monstre. J'ai juste écrit sur un génie méconnu. Une maîtresse couturière à Paris qui a mis tout son cœur dans une robe de niveau couture pour une occasion spéciale. Pour l'avoir rejetée par quelqu'un avec plus d'argent que de goût. Et comment ce chef-d'œuvre a ensuite trouvé son chemin vers une mariée méritante qui l'a portée comme une reine. Je vous ai appelé la couturière du Marais. J'ai tagué quelques blogs de mariage locaux. Quelques rédactrices de mode que je connais. Je voulais juste que votre travail obtienne un peu du crédit qu'il méritait. J'étais horrifiée. Mon humiliation privée. Diffusée au monde entier. Inès. Comment avez-vous pu ? C'était mon histoire. Pas la vôtre à raconter. Je sais. Je sais. Et je suis tellement désolée si j'ai outrepassé mes droits. Dit-elle. Sa voix s'adoucissant. Mais Brigitte. Vous devez regarder la publication. Quelque chose est en train de se passer. Mes mains tremblaient alors que j'ouvrais Instagram sur mon ordinateur. Je n'avais pas utilisé l'application depuis des années. J'ai trouvé le profil d'Inès. Et c'était là. La photo de Léa était stupéfiante. Mais c'était la légende.
Et les commentaires en dessous? Qui m'ont coupé le souffle. Inès avait écrit un hommage magnifique et passionné à l'artisanat anonyme et non reconnu. Elle a écrit sur le caractère sacré des choses faites à la main dans un monde de mode éphémère. Elle a loué les points invisibles. Les coutures parfaites. L'amour qui était le matériau le plus cher de tous. Et les commentaires. Il y en avait des centaines. Cette histoire m'a fait pleurer. Quelle belle robe et quel beau sentiment. Je tuerais pour une robe avec une telle histoire derrière elle. Où puis-je trouver cette couturière du Marais? Je me marie l'année prochaine. Voilà ce que devrait être la mode. Pas des étiquettes. De l'art. Ma mère a aussi fait ma robe de mariée. Ça me touche. Merci de partager. La publication avait été partagée. Et partagée à nouveau. Un blog de mariage parisien l'avait republié. Puis un plus grand. National. Les j'aime et les commentaires se multipliaient à la minute. C'était une boule de neige de validation. Dévalant la pente et grossissant de plus en plus. Tout cela pour moi. Je lisais les louanges d'inconnus. Des gens qui pouvaient voir la valeur que ma propre fille avait été incapable de voir. Mon téléphone a sonné à nouveau. C'était Inès. Vous regardez? Ça devient viral. Brigitte. Viral. Je vois ça. Bégayer je. Dépasser. Les messages privés affluents. Dit-elle. La voix étourdie. Les gens veulent commander des robes. Les gens veulent savoir qui vous êtes. Un producteur d'une émission matinale locale vient de m'envoyer un email. Brigitte. C'est un truc. Je fixais l'écran. Le déferlement de soutien et d'admiration. Pendant si longtemps, mon monde avait été défini par une vie tranquille. Par mon rôle d'épouse de Thomas et de mère de Chloé. Mon talent était une chose privée. Domestique. Un passe-temps qui me rapportait un peu d'argent de poche. Mais le monde me disait soudain que c'était plus que ça. C'était une compétence. C'était une entreprise. C'était une identité. Brigitte. Dit Inès. Sa voix soudainement sérieuse. Vous avez un choix à faire. Vous pouvez laisser cela être juste un joli petit moment sur Internet. Et ça disparaîtra d'ici demain. Ou vous pouvez le saisir. Vous pouvez prendre ce moment et construire quelque chose à partir de là. Quelque chose pour vous. L'idée était terrifiante. C'était audacieux. Moi. Une chef d'entreprise? À 62 ans? Que suggérez-vous? Ai-je demandé? Bien que je le sache déjà. Je suggère que nous donnions aux gens ce qu'ils veulent. Créons une marque. Le fil de soie. Peut-être. Ou nous pouvons garder la couturière du Marais. Nous pouvons faire des robes sur mesure? De niveau couture? Pour des femmes qui apprécient l'artisanat plutôt que les étiquettes. Des femmes comme Léa. Des femmes dont les histoires méritent d'être racontées dans le tissu même qu'elles portent. Elle fit une pause. Puis ajouta doucement, vous pourriez être l'artiste. Brigitte. Et je pourrais m'occuper du côté commercial. Je pourrais être votre associé. Mon esprit vacillait. C'était trop. Trop vite. Ma vie tranquille. Mes routines sûres. Ma solitude prévisible. Tout cela était menacé par cette opportunité soudaine et terrifiante. Cela signifierait prendre un risque. Un vrai risque. Cela signifierait sortir de l'ombre de mon deuil et de mon passé pour entrer dans la lumière crue et vive du regard public. Je ne sais pas. Inès. Murmurai-je. Je n'ai pas d'argent pour ce genre de choses. Tout ce que j'ai, c'est cet appartement. Alors utilisez l'appartement? Dit-elle.
La voix ferme. Brigitte. Vous avez passé toute votre vie à investir votre amour et votre énergie dans les autres, dans Thomas. Dans Chloé. Quand avez-vous investi en vous-même pour la dernière fois? Sa question m'a frappé avec la force d'un coup de poing. Quand était-ce la dernière fois? L'avais-je jamais fait? Mon identité avait toujours été liée à quelqu'un d'autre. J'étais une épouse. Une mère. Une veuve. Le rôle de Brigitte. Tout simplement. Était un rôle que je n'avais jamais essayé. J'ai regardé autour de mon salon. Le fauteuil de Thomas. Les photos de Chloé sur la cheminée. Cet appartement était un musée de ma vie passée. Pendant des années, je l'avais traité comme un sanctuaire. Mais Inès avait raison. Ce n'était pas seulement un sanctuaire. C'était un atout. C'était le seul vrai capital que j'avais. Le choix était clair. Je pouvais rester ici, dans cette belle et tranquille prison de la mémoire, et laisser ce moment passer. Où je pouvais parier sur moi-même. Pour la première et peut-être la dernière fois de ma vie. Je pouvais prendre la seule chose qui représentait mon passé et l'utiliser pour construire un avenir. J'ai pris une profonde inspiration. Frissonnante. La peur était immense. Un œuf froid dans mon estomac. Mais sous la peur, une petite flamme d'excitation vacillante s'était allumée. La robe avait trouvé son but. Peut-être était-il temps que la couturière trouve le sien. D'accord, dis-je. Ma voix plus forte que je ne l'aurais cru. Faisons-le. La décision fut comme sauter d'une falaise. Au moment où j'ai dit oui à Inès, le monde s'est accéléré. Ma vie tranquille et prévisible a été brisée en 1000 morceaux affairés. Terrifiant et exaltant. Inès, s'est-il avéré, n'était pas seulement une blogueuse. C'était une force de la nature. Elle agissait avec une rapidité et une confiance qui me laissaient sans voix. La première étape fut la plus difficile. Entrer dans la banque pour discuter d'un prêt hypothécaire me semblait être une trahison envers Thomas. Cet appartement était l'œuvre de notre vie. La seule chose stable que nous avions construite ensemble. L'idée de le mettre en péril, de jouer avec notre histoire commune, faisait trembler mes mains alors que je signais les papiers. Le conseiller de clientèle, un jeune homme qui m'appelait Madame Dubois, avec une politesse de circonstance, n'avait aucune idée qu'il assistait à une révolution silencieuse. Il voyait une femme âgée utilisant son unique bien. Je voyais une femme capitalisant enfin sur son propre potentiel. Avec le capital obtenu, le fil de soie est né. Inès était un tourbillon d'efficacité. Elle a enregistré l'entreprise, créé un site web magnifique avec des photos professionnelles de la robe de Léa, et mis en place un système de consultation. Ma chambre de bonne n'était plus un sanctuaire poussiéreux de la mémoire. C'était un atelier de production. Inès a insisté pour que nous investissions dans une nouvelle machine à coudre industrielle Juki qui bourdonnait avec une puissance silencieuse dont ma vieille Singer ne pouvait que rêver. Nous avons racheté des rouleaux de tissus exquis, pas seulement de la soie, mais de la laine italienne, de la dentelle de Calais et du tweed écossais. Mon petit appartement a commencé à déborder des outils de mon nouveau métier. Les clientes sont venues presque immédiatement. La publication virale sur Instagram avait créé une liste d'attente. C'étaient des femmes qui avaient lu l'histoire et ressenti une connexion avec elle. Ce n'étaient pas les Martine Lemoine de ce monde. À la recherche de noms de marque. C'étaient des avocates, des médecins, des artistes et des enseignantes. C'étaient des femmes qui avaient leurs propres histoires et voulaient des vêtements qui reflétaient leur individualité. Pas le caprice passager d'un créateur. Ma première cliente officielle était une neurochirurgienne nommée Dr Harris Thorne. C'était une femme grande et imposante d'une 40aine d'années, avec un esprit vif et une attitude pragmatique.
Elle voulait un tailleur pour un congrès médical à Vienne où elle serait l'oratrice principale. J'en ai assez des tailleurs du prêt-à-porter conçus pour un corps d'homme, m'a-t-elle dit lors de notre première consultation. Sa voix sèche. Je veux quelque chose qui dise que je suis puissante, mais que je n'ai pas besoin de ressembler à un homme pour être puissante. J'ai passé une semaine à dessiner. J'ai conçu un tailleur en laine anthracite avec un subtil fil lavande qui le parcourait. La veste était impeccablement coupée, avec une ligne d'épaule forte mais une taille cintrée qui célébrait sa forme plutôt que de la cacher. La doublure était une surprise, un taffetas de soie changeant, vibrant, presque rebelle, qui chatoyait du violet au bleu. C'était un secret. Juste pour elle. Le processus était une collaboration. Le docteur Thorne est venu pour 3 essayages, attendant patiemment que j'épingle et ajuste, la bouche pleine d'épingles. Nous avons parlé. Elle m'a raconté les défis d'être une femme dans un domaine dominé par les hommes, les manières subtiles et moins subtiles dont elle devait se battre pour le respect. Je lui ai parlé de la façon dont une couture anglaise donne une force intérieure. Comment une épaulette parfaitement équilibrée peut changer votre port de tête. Nous ne faisions pas seulement un tailleur. Nous construisions une armure. Quand elle a enfilé le tailleur fini, elle s'est tenue devant le miroir de ma chambre, et je l'ai vue se transformer. Elle se tenait plus droite. Ses épaules se sont carrées. Un sourire lent et confiant s'est étendu sur son visage. Ça, dit-elle. Sa voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Ça, c'est moi. C'est devenu la mission du fil de soie. Nous ne cousions pas seulement des vêtements. Nous aidions les femmes à se sentir elles-mêmes. Chaque vêtement était une histoire. Une robe de mariée pour une femme épousant son amour de jeunesse après 20 ans de séparation. Un manteau de velours fluide pour une poétesse donnant sa première lecture publique. Une robe en lin simple et élégante pour une grand-mère à porter au baptême de son petit-fils. Ma vie avait un nouveau rythme. Ce n'était plus le rythme lent et silencieux du deuil. C'était le coup de ciseau staccato, le bourdonnement régulier de la juki, le bavardage excité des clientes, et l'énergie tourbillonnante d'Inès qui orchestrait tout. Nous avons embauché 2 autres couturières, toutes 2 sexagénaires comme moi. Retraitées ou veuves et en quête de sens. Ma maison tranquille est devenue une ruche de créativité et de commerce féminin. Le silence solitaire a été remplacé par des rires, des histoires partagées, par la solidarité tranquille de femmes qui comprenaient le langage de l'aiguille et du fil. J'étais plus heureuse que je ne l'avais été depuis des années. J'étais énergique, épanouie. Je n'étais plus seulement la veuve de Thomas ou la mère de Chloé. J'étais Brigitte Dubois, la fondatrice et l'artisane en chef du fil de soie. Le nom avait du poids. Il signifiait quelque chose. Et puis, l'appel que je redoutais et attendais depuis des mois est finalement arrivé. C'était Chloé. J'étais en train de draper un rouleau de soie lorsque mon téléphone, le nouveau smartphone qu'Inès avait insisté pour que j'aie, a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu, ma voix prenant le ton professionnel et légèrement vif que j'utilisais maintenant pour les affaires. Le fil de soie. Brigitte à l'appareil. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Maman? Mon cœur a fait un petit bond. Sa voix était hésitante, incertaine. C'était la voix d'une étrangère. Chloé, dis-je. Ma propre voix soudainement froide. Sur la défensive. J'ai vu un article, dit-elle. Dans Madame Figaro. La couturière du Marais qui réinvente la mode durable. Il y avait une photo de toi. Elle semblait déconcertée. Comme si le concept de mon existence en dehors des 4 murs de la maison de son enfance était impossible à comprendre. Oui, dis-je. En attendant.
Je ne savais pas. Bégaya-t-elle. Tu as lancé une entreprise? Avec Inès? L'accusation non dite était claire. Sans moi? Sans me le dire? Nous avons été assez occupés. Dis-je. Mon ton poli mais distant. Je refusais de la laisser me ramener à l'ancienne dynamique. Celle où l'on attendait de moi que je gère ses sentiments. Waouh! C'est super. Maman. Vraiment. Ce petit truc de couture que tu as toujours fait. C'est génial que tu en aies fait une petite entreprise. Petite entreprise. Les mots étaient une piqûre de condescendance. Un écho miniature du ton dédaigneux de Martine Lemoine. Il était clair qu'elle n'avait pas lu l'article. Ou si elle l'avait lu. Elle ne l'avait pas compris. Elle me voyait toujours comme une amatrice. Une femme avec un passe-temps pittoresque. C'est plus qu'une petite entreprise. Chloé. Dis-je. Un nouvel acier dans ma voix. Nous avons une liste d'attente de 8 mois pour les nouvelles clientes. 8 mois. Waouh. Dit-elle. Une note de surprise sincère dans sa voix. Puis son ton a changé. Devenant celui que je reconnaissais de la préparation du mariage, le ton efficace et autoritaire de quelqu'un qui pense savoir mieux que tout le monde. Eh bien. Écoute. Maman. C'est super. Mais tu dois faire attention à ne pas t'épuiser. À ton âge. Et une attente de 8 mois. Ce n'est pas bon pour les affaires. Ça fait fuir les clients. Marc et moi parlions justement de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Je pourrais peut-être regarder ton processus. On pourrait rationaliser les choses. Trouver des fournisseurs moins chers pour tes matériaux. Peut-être simplifier les modèles pour augmenter la production. Je sentis une rage froide monter dans ma poitrine. C'était la suite de l'hôtel? Encore une fois. Elle regardait. Une fois de plus. Mon art et n'y voyait que des défauts. Que des choses à rendre moins chères. Plus rapides. Plus commerciales. Elle essayait de transformer ma haute couture en une chaîne de montage d'usine. Elle essayait de transformer le fil de soie en la chose même contre laquelle il avait été créé pour lutter. Non. Merci. Chloé. Dis-je. Ma voix dangereusement calme. Quoi? Maman. J'essaie juste d'aider. C'est mon monde. Je sais comment développer une entreprise. Tu sais comment développer une entreprise? Dis-je. Les mots vifs et précis. Je sais comment construire un héritage. Et on ne fait pas ça en utilisant des matériaux moins chers. On le fait avec de la qualité et de l'intégrité. Des choses que tu ne sembles pas comprendre. Le silence à l'autre bout de la ligne était épais de choc. Je ne lui avais jamais parlé comme ça de toute ma vie. L'ancienne Brigitte. La mère arrangeante et conciliante. Aurait ravalé sa colère et laissé Chloé l'écraser avec des conseils bien intentionnés mais insultants. La nouvelle Brigitte. La fondatrice du fil de soie. Ne l'acceptait pas. Je dois y aller. Chloé. Dis-je. Mon ton final. J'ai une cliente qui vient pour un essayage. Maman. Attends. J'ai raccroché. Ma main tremblait. Mais pas de peur ou de tristesse. Elle tremblait sous la force de mon propre pouvoir. Je m'étais défendue. J'avais défendu mon travail. J'avais tracé une limite. Claire et nette. Inès. Qui coupait tranquillement un patron à l'autre bout de la pièce. Leva les yeux vers moi. Elle avait entendu ma partie de la conversation. Son expression était un mélange d'inquiétude et de fierté féroce. Ça va? Demanda-t-elle doucement. Je pris une profonde inspiration. La colère se dissipant lentement.
remplacé par un sentiment de clarté profonde et bouleversante. J'avais passé si longtemps à me définir par elle, à chercher son approbation, à façonner ma vie autour de ses besoins. Maintenant, pour la première fois, nos rôles semblaient inversés. C'était elle qui était à l'extérieur, regardant à l'intérieur, essayant de trouver sa place dans mon monde. Et c'était moi qui décidais de la laisser entrer ou non. Oui, dis-je. Et je fus surprise de constater que c'était la vérité absolue. Je vais parfaitement bien. Le succès du fil de soie est devenu une histoire que Paris aimait raconter. C'était un récit classique de l'outsider, l'artisane discrète et négligée qui, après une vie à perfectionner son art dans l'obscurité, obtient enfin la reconnaissance qu'elle mérite. L'article de Madame Figaro a été suivi d'un reportage aux informations locales, qui a ensuite été repris par une émission matinale nationale. Je me suis retrouvée, à 63 ans, assise sur un canapé moelleux sous des projecteurs vifs, essayant d'expliquer l'art d'un ourlet rouloté à la main à un bel animateur aux dents incroyablement blanches. La tension était à la fois écrasante et profondément gratifiante. Mais le développement le plus significatif est venu sous la forme d'un courriel d'une société de production new-yorkaise. Il produisait une série documentaire populaire pour un grand service de streaming, axé sur les artisans et les créateurs qui revitalisaient les métiers traditionnels. Il voulait faire un épisode sur moi et le fil de soie. C'est le gros lot. Brigitte, a dit Inès, les yeux brillants en lisant l'email par-dessus mon épaule. Ce n'est pas juste les nouvelles locales. C'est international. Ça pourrait tout changer. La pensée était vertigineuse. Avoir mon histoire? Ma vraie histoire? Racontée à cette échelle? Me semblait être la validation ultime. Nous avons accepté immédiatement. Le processus de pré-production a commencé. Et avec lui, un nouveau niveau d'examen de ma vie. La productrice. Une femme vive et perspicace nommée Chloé, une ironie du sort qui ne m'a pas échappé, voulait tout savoir. Elle voulait connaître Thomas, mes années d'enseignement, et, inévitablement, Chloé, ma fille. L'histoire des origines est cruciale. Brigitte, a expliqué la productrice lors d'un appel vidéo. La robe que vous avez faite pour votre fille. Ce rejet est le cœur émotionnel de tout ce voyage. Le public a besoin de ressentir ce chagrin pour comprendre le triomphe. Elle voulait aussi explorer notre relation actuelle. Vous êtes-vous réconciliés? A-t-elle demandé. Son regard doux mais direct. Une histoire de pardon serait incroyablement puissante. La question me mettait profondément mal à l'aise. Notre relation est compliquée, dis-je en choisissant mes mots avec soin. Je comprends, a dit la productrice. Mais pour le récit, ce serait merveilleux de montrer que vous avez bouclé la boucle. Peut-être pourrions-nous filmer une scène avec vous et Chloé ensemble? En train de parler? Montrant que le lien est en train de guérir? Je ne me suis pas engagée. L'idée de jouer une réconciliation pour les caméras me semblait profondément malhonnête. Chloé et moi ne nous étions pas parlé depuis notre dernier appel téléphonique tendu. Il n'y avait pas de guérison. Il n'y avait qu'une distance froide et silencieuse. Mais il semblait que Chloé avait d'autres idées. 2 jours avant l'arrivée prévue de l'équipe de tournage à Paris, elle s'est présentée chez moi à l'improviste. À ce moment-là, le fil de soie avait dépassé ma chambre de bonne. Nous avions envahi tout le rez-de-chaussée de mon appartement, transformant le salon et la salle à manger en un magnifique atelier et showroom à air ouverte. Les murs étaient tapissés de rouleaux de tissu et de croquis. Et le vieux fauteuil de Thomas avait été déplacé à l'étage, dans ma chambre privée. L'espace était lumineux, animé et plein de vie.
Il était méconnaissable de la maison calme et solitaire dans laquelle Chloé avait grandi. Elle se tenait sur le seuil, l'air complètement dépaysé. Elle portait un trench-coat beige d'aspect coûteux, un sac à main de créateur qui coûtait probablement autant que ma nouvelle machine Juki. Ses yeux parcouraient la pièce, observant l'effervescence de l'activité les deux autres couturières travaillant avec diligence. La cliente en essayage dans un coin, les rouleaux de tissu vibrants. Elle avait l'air stupéfaite, comme si elle s'était attendue à me trouver assise seule avec une aiguille et du fil, et qu'elle était tombée sur une entreprise florissante. « Chloé !» dis-je. Ma voix neutre. J'ai arrêté ce que je faisais. Coupé un patron sur la table principale, et je lui ai fait face. Le faible bourdonnement de l'atelier sembla s'estomper en arrière-plan. « Maman !» dit-elle en forçant un sourire éclatant et fragile. « Waouh ! C'est vraiment quelque chose. Nous sommes occupés, dis-je, sans méchanceté. Tu avais besoin de quelque chose ? J'ai entendu parler du documentaire, dit-elle, allant droit au but. Elle fit un pas à l'intérieur, ses talons chairs claquant sur le parquet. Inès en a parlé. C'est incroyable. Maman. Vraiment. Je la regardais simplement, attendant. Je savais que ce n'était pas une visite de courtoisie. Je pensais, continua-t-elle, sa voix prenant ce ton familier et autoritaire. La productrice voudra probablement me parler. Tu sais, pour avoir ma version de l'histoire. À propos du malentendu avec la robe. Il n'y a pas eu de malentendu ? Chloé, dis-je. Ma voix calme mais ferme. Tu as dit que mon travail ressemblait à quelque chose trouvé dans une friperie. Je t'ai entendu. Une lueur de honte ? Ou peut-être juste d'irritation d'être mise en cause ? Traversa son visage. J'étais stressée. Maman. C'était le jour de mon mariage. Je ne le pensais pas. Je pensais qu'on avait dépassé ça. Tu pensais qu'on avait dépassé ça ? La corrigeai-je doucement. Toi. Tu l'as dépassé au moment où tu l'as dit. Moi. Je vis avec depuis. Elle prit une profonde inspiration, changeant visiblement de tactique. Le sourire fragile revint. Eh bien, c'est exactement de ça que je voulais te parler. Pour le documentaire. Je pense qu'il est vraiment important que nous présentions un front uni. Que nous leur montrions que nous sommes passés à autre chose. Que nous nous sommes réconciliés. Ça fait une meilleure histoire ? Tu sais ? Une fin heureuse. Je la fixais. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Elle n'était pas là pour s'excuser. Elle était là pour diriger artistiquement l'histoire de ma vie. Elle était là pour jouer une réconciliation pour une émission de télévision. Pour créer un récit qui la mettait en valeur. Pour effacer la douleur même qui avait été le catalyseur de toute ma transformation. Elle voulait voler mon histoire et lui donner une fin propre. Bien rangée et fictive qui servait sa propre image. À cet instant, quelque chose en moi ne s'est pas seulement brisé. Il s'est évaporé. Le dernier vestige de la mère qui ferait n'importe quoi pour le bonheur de sa fille. Qui ravalerait sa propre douleur pour maintenir la paix. A tout simplement disparu. Non. Dis-je. Le mot était si silencieux. Mais il sembla atterrir dans la pièce avec la force d'un coup de tonnerre. Les autres couturières s'arrêtèrent de travailler. La cliente se tourna pour regarder. Chloé cligna des yeux. Non. Qu'est-ce que tu veux dire ? Non. Je veux dire. Non. Répétai-je. Ma voix gagnant en force. Nous ne présenterons pas un front uni. Nous ne jouerons pas une fausse réconciliation pour les caméras.
Il n'y a pas de fin heureuse à cette histoire? Chloé. Parce que tu n'as jamais, pas une seule fois, assumé ta part de responsabilité. Les larmes montèrent à ses yeux. C'étaient des larmes de frustration? Pas de remords. Je ne comprends pas pourquoi tu es si difficile. J'ai dit que j'étais désolée. Non. Tu ne l'as pas dit. Dis-je. Ma voix s'élevant avec une passion qui venait d'un endroit profond et protégé. Tu as dit que tu étais stressée. Tu as dit que tu ne le pensais pas. Tu t'es excusée pour le désagrément que mes sentiments t'ont causé. Tu ne m'as jamais regardé dans les yeux pour dire « Maman ». J'ai été cruelle. J'ai été snob. J'ai pris la belle chose que tu as faite pour moi. Et j'ai craché dessus parce que j'avais peur de ce que ma riche belle-mère penserait. J'ai brisé ton cœur. Et je suis désolée pour la douleur que je t'ai causée. Voilà à quoi ressemble une vraie excuse. L'atelier était silencieux comme la mort. Chloé me fixait. La bouche légèrement ouverte. Complètement sans voix. Elle n'avait jamais vu cette femme auparavant. Je n'avais jamais vu cette femme auparavant. Je m'approchai d'elle. Mon regard inébranlable. Tu entres ici. Dans l'entreprise que j'ai construite sur les cendres du désordre que tu as créé. Et tu veux diriger mon histoire? Cette histoire est la mienne? Chloé. La douleur était la mienne. Le travail était le mien. Le succès est le mien. Tu n'as pas le droit d'écrire le dernier chapitre. Je m'arrêtai juste en face d'elle. Je n'étais plus la petite femme invisible du Georges V. Dans mon propre atelier? Entourée de mon travail et de mes collaboratrices? C'était moi qui avais le pouvoir. Je t'aime. Dis-je. Et c'était vrai. Un fait profond et immuable de mon existence. Tu es ma fille. Mais je n'ai plus besoin de ton approbation. Je n'ai pas besoin de ta validation. Et je n'ai certainement pas besoin de ton aide pour gérer mon récit. C'est ma vie. Mon travail. Mon histoire. Si tu veux en faire partie, tu devras gagner ta place. Pas avec des mots, mais avec des actes. Et tu peux commencer par dire la vérité à cette équipe de tournage. Elle me regarda. Le visage pâle. Son sang-froid soigneusement construit complètement brisé. Pour la première fois. Je crois qu'elle m'a vraiment vue. Pas comme sa mère. Le personnage de fond omniprésent est toujours indulgent de sa vie. Mais comme une personne à part entière. Avec une volonté et une force qu'elle n'avait jamais imaginées. Elle ne dit pas un mot. Elle se tourna simplement. Les épaules affaissées. Et sortit de l'atelier. Sortit de mon nouveau monde. Laissant la porte grande ouverte derrière elle. Je restai là. Le cœur battant. Le souffle court. C'était la conversation la plus difficile de ma vie. C'était une confrontation née du feu et de la douleur. Et ce fut le moment où je suis devenue. Vraiment. Enfin. Libre. La confrontation avec Chloé laissa l'atelier dans un état d'animation suspendu. Le bourdonnement des machines s'était arrêté. Le cliquetis des ciseaux s'était tu. Mes deux couturières, Éléonore et Maria, me regardaient avec de grands yeux compatissants. Inès, qui avait assisté à tout l'échange depuis son bureau dans le coin, s'approcha lentement de moi. Elle posa une main sur mon bras. Son contact rassurant. Tout va bien? Demanda-t-elle à voix basse. Je pris une profonde inspiration tremblante. L'adrénaline de la rencontre commençant à se dissiper. Laissant une sensation de vide et de tremblement dans son sillage. Je crois bien. Dis-je. Ma voix à peine un murmure. Je crois que je vais mieux que bien. Un lent sourire se dessina sur le visage d'Inès. Ouais. Dit-elle. Je crois aussi.
Ce soir-là, j'ai appelé la productrice. Je me suis assise dans le vieux fauteuil de Thomas, que j'avais fait monter dans ma chambre privée à l'étage. La seule pièce de la maison qui était encore juste à moi. C'était mon sanctuaire au sein du sanctuaire que j'avais bâti. Je lui ai dit, d'une voix calme et posée, qu'il n'y aurait pas de scène de réconciliation avec ma fille. L'histoire ne parle pas de pardon. Ai-je expliqué. Pas de cette façon. Il ne s'agit pas de réparer un lien brisé avec quelqu'un d'autre. Il s'agit d'en forger un nouveau avec moi-même. Si vous voulez raconter une histoire vraie, c'est l'histoire que vous devez raconter. Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. Je me suis préparée à la déception, à la possibilité que mon histoire, ma vraie histoire, désordonnée et peu télégénique, ne soit pas celle qu'il voulait. D'accord, Brigitte, dit finalement la productrice, sa voix pleine d'un nouveau respect. Merci pour votre honnêteté. Nous raconterons la vraie histoire. L'équipe de tournage est arrivée. Et pendant une semaine, ma vie ne m'a plus appartenu. Ils ont mis de minuscules microphones sur mes vêtements, ont pointé des lumières vives sur mon visage et m'ont suivi avec des caméras pendant que je dessinais, coupais et cousais. C'était intrusif et épuisant, mais je me suis accrochée à l'objectif que la productrice et moi avions convenu, raconter la vérité. J'ai parlé de Thomas et de la vie tranquille et aimante que nous avions construite. J'ai parlé de la solitude après son départ et de la façon dont la couture avait rempli le silence. Je leur ai raconté les 6 mois que j'ai passés à mettre mon âme dans une robe de mariée, décrivant la sensation de la soie et la piqûre de l'aiguille. Et puis, avec une assurance qui m'a surprise, je leur ai parlé de la suite d'hôtel, des mots condescendants de Martine, et du coup de grâce final du rire de Chloé dans le couloir. Je n'ai pas pleuré. Ma voix n'a pas vacillé. Je l'ai rapporté comme un historien énonçant un événement central qui avait irrévocablement changé le cours d'une vie. Ils ont interviewé Inès, qui a parlé avec une passion enflammée de l'artisanat et de l'intégrité. Ils ont interviewé mes couturières, Éléonore et Maria, qui ont parlé de ce que signifiait de trouver un but et une communauté plus tard dans la vie. Ils ont interviewé le docteur Harry Storm, ma première cliente, qui a pris un avion de Chicago, où elle assistait à une conférence. Juste pour parler du pouvoir de son tailleur. Ce ne sont pas que des vêtements, a déclaré le docteur Thorne à la caméra, sa voix résonnant d'autorité. C'est une déclaration. Quand je porte ce que Brigitte a fait pour moi, je me sens comme la version la plus authentique de moi-même. Elle ne fait pas que des vêtements. Elle vous voit. L'équipe a demandé s'ils pouvaient contacter Chloé. Je leur ai donné son numéro, ressentant un étrange sentiment de détachement. L'histoire n'était plus entre mes mains. C'était à elle de décider quel rôle elle jouerait. Le jour où l'équipe est partie, la vie a commencé à reprendre son nouveau cours normal, mais avec un changement subtil. Le récit de mon histoire l'avait solidifié. Non seulement comme une narration pour un documentaire, mais comme le fondement de ma propre identité. Je n'avais plus honte de la douleur. Je la voyais pour ce qu'elle était, le creuset qui avait forgé la femme que j'étais maintenant. Le fil de soie a continué à prospérer. La liste d'attente s'est allongée. Nous recevions des demandes d'aussi loin que la Californie et Londres. Inès cherchait déjà des locaux pour un 2e atelier. Peut-être à Lyon ou à Bordeaux. Parlant de former une nouvelle équipe de couturières. De diffuser la philosophie du fil de soie sur l'artisanat et le récit personnel. Ma petite maison du Marais était devenue l'épicentre d'un mouvement silencieux mais puissant. C'était un lieu où les histoires des femmes étaient honorées. Où leur corps était célébré. Pas critiqué. Et où leur force intérieure prenait une forme extérieure. J'ai trouvé un nouveau rythme. Une nouvelle paix.
J'ai trouvé de la joie dans le travail lui-même, le défi d'un design difficile. La satisfaction d'une couture parfaite. J'ai trouvé une amitié profonde et durable avec Inès, Éléonore et Maria. Nous étions une famille que nous avions nous-mêmes créée, liés par un but commun et un respect mutuel. J'avais appris la leçon la plus dure et la plus importante de ma vie, que l'amour sans respect n'est qu'un mot plus joli pour la servitude. Pendant des années, j'avais servi mon amour pour Chloé, sacrifiant mes propres sentiments pour maintenir une paix fragile. Maintenant, je servais mon travail, mes clientes, et surtout, mon propre respect de moi-même. Et l'épanouissement que j'ai trouvé était plus profond et plus réel que tout ce que j'avais connu auparavant. Je ne me définissais plus comme une épouse, une mère ou une veuve. J'étais Brigitte Dubois. Artiste. Entrepreneur. Fondatrice. C'était un titre que j'avais gagné. C'était un nom qui m'appartenait entièrement. Un après-midi. Environ un mois après le tournage, une petite enveloppe élégante est arrivée par la poste. Elle était adressée à Brigitte Dubois. Le fil de soie. L'écriture était inconnue. À l'intérieur se trouvait une simple carte de correspondance et un chèque. Le chèque était d'un montant substantiel, assez pour couvrir le coût de la robe Vera Wang. Et même plus. La note était de Martine Lemoine. Elle était courte. Et l'écriture était un script précis et contrôlé. Brigitte, disait-elle. J'ai vu le documentaire. Mon fils me l'a montré. Je n'avais aucune idée des circonstances de la robe que vous avez faite. Ce que mon fils et Chloé ont fait en me cachant cela était mal. Ce que j'ai dit dans cette chambre d'hôtel, cependant, était ma propre faute. C'est né de l'ignorance et du snobisme. Il n'y a pas d'excuse. Votre travail est magnifique. Le chèque ci-joint n'est pas une excuse. Car je sais que certaines choses ne peuvent être achetées. Considérez-le comme un paiement tardif pour une œuvre d'art que j'étais trop aveugle pour apprécier. Je vous souhaite un succès continu. Je fixai le chèque. La signature nette et formelle d'une femme que j'avais méprisée. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas l'amitié. Mais c'était la reconnaissance. C'était le respect. J'ai plié le chèque et je l'ai mis sur le compte de l'entreprise, clôturant silencieusement et définitivement un chapitre douloureux. Mais le chapitre avec Chloé restait ouvert. Je ne savais pas si elle avait participé au documentaire. Je ne savais pas si elle l'avait vu. Je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis le jour où elle était sortie de mon atelier. Une partie de moi, la petite partie mère persistante, souffrait du silence. Mais la plus grande partie de moi, la femme que j'étais devenue, savait que le silence était nécessaire. Le prochain pas devait venir d'elle, et il devait être sincère. Je travaillais sur un nouveau modèle, une robe de mariée pour une jeune architecte qui voulait quelque chose de moderne, structuré et non conventionnel. Je dessinais à mon bureau. Le soleil de fin d'après-midi filtrant par les fenêtres. Quand j'entendis la cloche au-dessus de la porte de l'atelier teinté. J'ai levé les yeux. C'était Chloé. Elle avait l'air différente. Ses cheveux n'étaient pas parfaitement coiffés. Elle portait un simple jean, un pull, et pas de maquillage. Elle avait l'air plus jeune, plus vulnérable. Elle ressemblait plus à la fille dont je me souvenais avant que le monde de la finance et la famille Lemoine ne la réclament. Elle tenait dans ses mains une petite boîte plate emballée dans du papier cadeau. Elle n'a rien dit au début. Elle est juste restée là. Juste à l'intérieur de la porte. Me regardant. Ses yeux étaient cerclés de rouge. Comme si elle avait pleuré. Ils ont utilisé l'interview? Dit-elle. Sa voix douce et brute. Je ne pensais pas qu'il le ferait. J'ai dit la vérité.
Je leur ai dit ce que j'avais fait. Ce que j'avais dit. À quel point j'ai honte. Je suis restée silencieuse, la laissant parler. Je l'ai regardée hier soir. Continua-t-elle. La voix brisée. Tout. Te voir. Entendre ta version. Voir ce que tu as construit. Maman. J'étais si. J'étais une enfant. Une enfant stupide et peu sûre d'elle. Désespérée d'impressionner des gens qui n'ont pas d'importance. J'ai pris ton amour. La chose la plus pure et la plus belle qu'on m'ait jamais donnée. Et je l'ai traité comme s'il n'avait aucune valeur. Des larmes coulaient maintenant sur son visage. Sans retenue. Je suis tellement désolée. Pour la douleur que je t'ai causée. Pour le magnifique cadeau que j'ai rejeté. Pour la personne que j'étais. Je suis si profondément. Vraiment désolée. C'était ça. C'était l'excuse que je n'avais jamais pensé entendre. La vérité réelle. Brute et douloureuse. J'ai regardé ma fille pleurer. Et j'ai ressenti non pas du triomphe, mais une tristesse profonde et douloureuse pour nous deux. Pour toutes les années que nous avions perdues à cause de choses non dites. De son insécurité et de ma conformité silencieuse. Le mur que j'avais si soigneusement construit autour de mon cœur ne s'est pas effondré. Mais une porte que je ne savais pas être là s'est lentement ouverte en grinçant. Je me suis levée de mon bureau et je me suis dirigée vers elle. Je ne l'ai pas prise dans mes bras. Ce n'était pas encore le moment. J'ai simplement sorti un mouchoir de ma poche et je le lui ai tendu. C'était un petit geste. Un geste que j'avais fait 1000 fois quand elle était une petite fille avec un genou écorché. Elle le prit. Ses doigts effleurant les miens. Merci. Murmura-t-elle en s'essuyant les yeux. Elle tendit la petite boîte plate qu'elle portait. Ce n'est pas assez. Rien n'est assez. Mais c'est un début. J'ai pris la boîte et l'ai déballée avec soin. À l'intérieur, nichée sur un lit de velours noir, se trouvait une photographie encadrée. C'était la photo qu'Inès avait postée sur Instagram. Celle par qui tout avait commencé. La photo de Léa. Radieuse et joyeuse dans sa robe de mariée, ma robe de mariée. Mais quelqu'un, un retoucheur photo professionnel, avait soigneusement et parfaitement remplacé le visage de Léa par celui de Chloé. C'était le visage de ma fille, tiré d'une photo prise des années auparavant. Son expression d'un bonheur simple et sans complications. C'était le visage de la fille dont je me souvenais. La fille pour qui je cousais la robe depuis le début. Sous la photo se trouvait une petite plaque de laiton. Elle était gravée d'une seule ligne du documentaire. Une citation de moi. Ce n'était pas une robe. C'était une lettre d'amour. Je fixais l'image. Cette vision impossible de ce qui aurait dû être. C'était un fantôme de souvenir. La réparation d'un moment qui ne pourrait jamais être vraiment réparé. Mais c'était aussi une reconnaissance. C'était un aveu. C'était Chloé. À sa manière. Essayant enfin de mettre la robe. Je sais que je ne peux pas revenir en arrière. Dit-elle. La voix encore épaisse de larmes. Je sais que j'ai brisé quelque chose que je ne pourrai jamais réparer parfaitement. Mais je veux essayer. Si tu me laisses faire. Je ne veux plus de ton approbation. Maman. Je veux gagner ton respect. Et je veux connaître la femme que tu es devenue. J'ai regardé de la photo au visage en larmes et sincère de ma fille. La colère avait disparu. La blessure s'était estompée en une cicatrice terne et argentée. À sa place se trouvait un espoir calme et prudent. Notre ancienne relation avait disparu pour toujours. Il le fallait. Mais peut-être que... des décombres. Nous pourrions en construire une nouvelle. Différente. Basée non pas sur l'obligation et l'histoire,
mais sur le respect mutuel de deux femmes fortes et indépendantes qui se trouvaient être mère et fille. Le premier point est toujours le plus difficile, dis-je doucement. Plus pour moi-même que pour elle. Il pose les fondations de tout ce qui suit. Un petit sourire larmoyant effleura ses lèvres. C'est un oui. C'est un peut-être. Répondis-je honnêtement. C'est un début. C'était assez. Dans les mois qui ont suivi, nous avons commencé le travail lent et prudent de recoudre notre relation. Chloé a commencé à passer à l'atelier. Non pas avec des conseils commerciaux non sollicités, mais avec du café et des viennoiseries pour l'équipe. Elle n'a pas essayé de prendre le contrôle. Elle observait. Elle écoutait. Elle a appris les noms de nos clientes et les histoires de leurs robes. Elle s'asseyait sur un tabouret dans le coin et me regardait travailler. Son expression d'une admiration tranquille. Le même regard que je voyais sur les visages des nouvelles clientes. Elle me voyait. Enfin. Elle et son mari se sont séparés. C'était une séparation à l'amiable? M'a-t-elle dit. Une reconnaissance mutuelle qu'ils avaient joué une vie. Pas vécu une. Elle a emménagé dans un petit appartement dans le quartier latin. Un quartier de rues étroites et de briques historiques. Beaucoup plus proche de mon monde que de celui de Martine Lemoine. Elle repartait à zéro. Tout comme moi. Un jour, elle est venue me voir avec une demande formelle. Elle voulait commander une pièce au fil de soie. Je commence un nouveau travail le mois prochain, dit-elle. Une nouvelle confiance tranquille dans sa voix. Une petite association qui aide les femmes à créer leur propre entreprise. Je veux un tailleur. Quelque chose qui me ressemble. La nouvelle moi. J'ai regardé ma fille. Je l'ai vraiment regardée. J'ai vu le fantôme de la fille qu'elle avait été. Mais j'ai aussi vu la femme qu'elle se battait pour devenir. Résiliente. Humble. Forte. Je crois que j'ai exactement le modèle qu'il vous faut. Dis-je. Ma vie avait trouvé son rythme magnifique et inattendu. Le fil de soie se développait. Ouvrant un deuxième atelier à Bordeaux, dirigé par une jeune créatrice talentueuse que j'avais formée. Ma maison du Marais restait le cœur de l'opération. L'atelier de haute couture où les pièces les plus spéciales étaient fabriquées. Ce n'était plus une maison de fantômes et de souvenirs, mais un témoignage vivant et respirant du pouvoir de la réinvention. C'était un lieu de joie. Je pense souvent à cette première robe de mariée. Elle est née de l'amour désespéré et inconditionnel d'une mère, un amour qui était, à sa manière, aveugle. C'était un amour qui avait besoin d'être rejeté pour être transformé. La douleur de ce rejet a été le feu que j'ai dû traverser pour consumer la femme que j'étais et devenir la femme que j'étais destinée à être. Ce soir, je suis dans mon atelier. La maison est calme. Le travail de la journée est terminé. Mais je ne suis pas prête à me reposer. Je commence un nouveau projet. Sur le mannequin au centre de la pièce, une nouvelle robe commence à prendre forme. C'est une robe de mariée, faite de la soie ivoire la plus fine et la plus douce, celle qui ressemble à de la lumière de lune liquide. Le modèle est simple, élégant, intemporel. Je prends mon aiguille, son chat déjà enfilé. Je m'assois sur ma chaise. Le tissu léger et plein de promesses sur mes genoux. Je suis sur le point de faire le premier point. Ce n'est pas un point d'obligation ou d'amour désespéré. Ce n'est pas un point de douleur ou d'attente. C'est un point de grâce. Un point d'espoir. Un point de deux femmes qui retrouvent leur chemin l'une vers l'autre. À de nouvelles conditions. C'est le premier point d'une robe de mariée pour une cliente qui connaît son histoire, qui chérit sa créatrice, et qui l'a, enfin, vraiment mérité. Toute ma vie, je m'en rends compte, n'a été qu'une répétition.
Chaque ourlet que j'ai cousu, chaque couture que j'ai perfectionnée, n'était qu'un entraînement pour ce modèle particulier, celui tissé de résilience, d'indépendance et de la liberté tranquille et féroce que je me suis créée. Ma révolution, qui a commencé par un seul fil rejeté, était achevée. Et maintenant, je pouvais commencer à coudre l'avenir.